Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La Mauritanie s'apprête à élire son nouveau président ce samedi. Pour rappel, 5 candidats dont le président Mohamed Ould Abdelaziz sont en lice dans cette course à la magistrature suprême. Et cette élection sera l'occasion dans cette édition de revenir sur les processus électoraux sur le continent. S'ils étaient autrefois régulièrement source de tensions, ils deviennent de plus en plus apaisés. Preuve en est avec les récentes élections au Bénin ou encore au Mali. L'archivage, un facteur clé pour celui qui veut connaître et s'approprier son histoire, un travail délicat et fastidieux qu'a entrepris le journaliste Alain Foka. Il a compilé les témoignages de ceux qui ont fait l'histoire du continent. Fin de la campagne électorale en Mauritanie dans le cadre de l'élection présidentielle. Et ils sont 5 candidats en lice dont le président est grand favori, Mohamed Ould Abdelaziz. Le vote, quant à lui, a lieu ce samedi, mais les fonctionnaires du pays ont déjà commencé à voter ce vendredi sur l'ensemble du territoire. Franck Noudoufina est notre correspondant en Mauritanie. Écoutez-le. Le premier tour de l'élection présidentielle ici en Mauritanie démarre ce samedi matin très tôt. Déjà à 7 h, les 2957 bureaux de vote installés un peu partout dans le pays vont ouvrir leurs portes. La commission électorale a dénombré environ 1 300 000 électeurs qui devront participer à ce scrutin. Le principal enjeu de cette élection reste donc le taux de participation, car avec le boycott de l'opposition radicale réunie au sein du FNDU, beaucoup craignent un fort taux d'abstention. Il y a surtout le fait qu'on pérore et on se bat autour de cette question de boycott et de participation, qui est devenue une question centrale par la force de l'argumentation et parce que justement le candidat sortant, le candidat président sortant, a réussi à en faire un enjeu principal. Et comme à son habitude, l'opposition, au lieu d'aller vers des choses essentielles et des choses qui ont un sens pour une élection, l'a suivi et a maintenu ce mot d'ordre de boycott et en a fait aussi un cheval de bataille. Les observateurs sont venus de plusieurs organisations sous-régionales et internationales pour superviser ce scrutin. L'Union africaine, la Ligue arabe ou encore la francophonie sont présentes. La CENI a dénombré près de 600 observateurs. Nous sommes déployés déjà sur l'ensemble du territoire. On va essayer de couvrir presque l'ensemble du territoire. Nous travaillons de concert avec les organisations de la société civile nationale mauritanienne et autres organisations qui sont invitées par la même structure qui est l'Observatoire national des élections, pour la surveillance des élections. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, fera face à 4 candidats, dont une femme. Pour rappel, le principal enjeu de ce scrutin sera le taux de participation. L'élection en Mauritanie sera-t-elle apaisée? Le déroulement de la campagne électorale laisse à penser que oui, cela a été déjà le cas dans plusieurs pays comme au Mali ou encore au Niger, mais les processus électoraux sur le continent ont parfois été source de vives tensions. De nombreux progrès ont été enregistrés, notamment en termes de transparence et d'indépendance des institutions, des efforts qu'il faut encore poursuivre. Le point avec Guillaume Durand. Des processus électoraux en Afrique découlent souvent de vives tensions politiques et sociales. Au cœur de ce phénomène, les sujets de discorde sont souvent les mêmes: limitation des mandats présidentiels, réforme du mode de scrutin, intangibilité de la Constitution ou encore étouffement des voix de l'opposition. Force est de constater que la légitimation de la démocratie électorale reste encore faible. Au lieu de refonder le consensus ou de le construire, les élections sont devenues des périodes de consultation à haut risque pour la cohésion nationale. Une grosse angoisse saisit les populations en période de production de résultats. Et lorsque l'un des 2 principaux candidats, avec fair play, accepte sa défaite, c'est un ouf de soulagement national et régional. Face à ce constat, certaines institutions démocratiques fonctionnent, comme au Sénégal, au Ghana ou encore au Niger. Si celles-ci offrent l'espoir au continent africain d'une véritable mise en pratique de la démocratie électorale, elles doivent surtout être une source d'inspiration pour les autres nations. C'est vrai, les élections restent encore en Afrique dangereuses. C'est vrai, les élections font peur encore aux chancelleries. C'est vrai, nous comptons avec beaucoup de peur le nombre de pays où il y a des élections, parce que les élections sont encore source de passion, de violence. Mais
elles sont de moins en moins source de passion parce qu'il y a eu constamment des efforts depuis quelques années dans ce sens pour faire en sorte que les élections soient, comme dans tous les pays démocratiques, une vraie fête où le peuple souverain sort pour se donner ses dirigeants pour un temps. Si l'avènement de la démocratie est en marche en Afrique, les chantiers sont encore importants. Pour de nombreux observateurs, il est nécessaire que les institutions et les partis politiques deviennent plus forts que les individus et les leaders qui les dirigent. Le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert ce 20 juin à Malabo, en Guinée équatoriale, et prendra fin le 27 juin. Après un premier sommet annuel sur le thème de l'agriculture et de la sécurité alimentaire à Addis Abeba, le sommet de Malabo poursuivra les travaux sur la même thématique. L'Afrique, qui dispose en effet d'un fort potentiel agricole, doit aujourd'hui l'optimiser si elle veut assurer la sécurité alimentaire de ses habitants. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Le 23e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale, avec pour principal thème l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Une problématique essentielle sur un continent à fort potentiel et qui connaît paradoxalement un fort taux d'insécurité alimentaire. 2014, l'année de l'agriculture en Afrique, se traduit par ce sommet qui sera l'occasion pour les leaders africains de s'emparer d'un sujet essentiel au bien-être des populations et à l'avenir du continent. On a décrété cette année l'année de l'agriculture. Alors on va donner une importance particulière pour l'agriculture parce que l'agriculture c'est primordial pour le développement du pays. Parce qu'avec l'agriculture, il faut comme si moderniser l'agriculture en Afrique. L'agriculture existe en Afrique, mais comme si c'est au niveau des familles, etc. Il faut créer l'industrie de l'agriculture, moderniser et mécaniser parce que on a suffisamment ici de terres fertiles en Afrique. Les enjeux portent également sur les moyens de renforcer l'agriculture vivrière et de créer les conditions nécessaires à l'épanouissement d'une agriculture industrielle par la transformation des produits naturels sur le sol africain. La question des gestions des terres et des eaux, l'accès au marché des agriculteurs, autant de choses qu'il faudra prendre en compte pour mettre en place une révolution verte sur le continent. C'est une réalité. Dans les temps anciens, on sait que l'Afrique, comme continent, a basé ses ressources dans l'agriculture avant qu'il y ait la science et la technologie. La majeure partie des revenus dans une famille dépend de l'agriculture. La volonté politique est déjà là pour que ce soit ainsi. Outre ces axes de développement du continent gage de stabilité sécuritaire, le sommet se penchera également sur les crises récentes en Libye, en Centrafrique, au Mali ou au Nigeria avec le groupe terroriste Boko Haram. Alain Foka, journaliste chez RFI Radio France Internationale et l'animateur de l'émission Archives d'Afrique depuis des années. Dans le cadre de cette émission, il a cumulé des témoignages qui retracent l'histoire du continent, des témoignages audio nécessaires pour que l'Afrique se réapproprie son histoire et qu'il a décidé de compiler dans un coffret vidéo. Charles de Jouvenel. Alain Foka a entrepris une tâche colossale. Dans son émission Archives d'Afrique, il entreprend de rassembler les images retraçant l'histoire du continent africain. Chaque émission s'ouvre sur une citation sans équivoque. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je pense que les autorités publiques doivent se souvenir quand même que c'est notre mémoire. Mais aussi et surtout les journalistes doivent savoir qu'ils sont en train d'écrire l'histoire de demain. Que ce qui pour eux aujourd'hui est actualité est histoire demain. Donc c'est à eux de préserver cela. Or, j'ai le sentiment que nous ne le faisons pas encore. Nous n'en avons pas conscience. Or, c'est les autres qui viendront raconter notre histoire, avec toutes les distorsions que cela comporte et avec tous les avantages qu'ils prennent. Quand vous avez quelqu'un qui vient et qui a sa lecture extérieure de votre histoire, il ne comprend pas toujours les réalités locales. Et il a tendance à y mettre du sien. Le journaliste énumère les nombreux obstacles qu'il a rencontrés sur son parcours, parmi lesquels des suppressions d'archives ou la disparition d'importants personnages avant qu'il n'ait pu les rencontrer. Autant de témoignages qui sonnent comme des avertissements pour les générations futures. Le temps est un élément qui ne se maîtrise pas, mais archiver les changements qu'il amène est vital. Alain Foka martèle d'ailleurs l'importance de cette démarche. Son but principal semble d'être de responsabiliser les acteurs de l'histoire africaine. Je pense que chaque journaliste africain doit avoir un peu cela quelque part dans sa tête en se disant « je dois pouvoir porter notre voix plus haut ». Cette entreprise résolument ambitieuse occupe une immense majorité de son temps. Rien d'étonnant à cela quand on connaît l'infinie richesse de l'histoire du continent africain.
Le journaliste est convaincu de l'utilité de sa démarche et espère qu'elle fera figure d'exemple. Nul doute que les générations qui découvriront leur passé au travers des coffrets d'Alain Foka comprendront l'enjeu capital du travail qu'il mène depuis des années. Et du sport avec la Coupe du Monde de football qui se poursuit. Et ce 19 juin, la Côte d'Ivoire affrontait la Colombie pour son deuxième match de la poule C. Après la victoire sur le Japon lors du premier match, les Ivoiriens avaient l'occasion de se qualifier en cas de victoire. Malheureusement, les éléphants se sont inclinés 2-1 aux grandes dames de leurs nombreux supporters à Abidjan. Notre correspondant Olivier Conan les a d'ailleurs rencontrés. Voyez son reportage. Déception pour les supporters ivoiriens après le match Côte d'Ivoire-Colombie. Les nombreux supporters des éléphants qui ont fait le déplacement au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon ont assisté impuissants à la défaite de leur équipe nationale malgré un but de Gervinho. Oui, je suis content, je suis fier qu'on va gagner. Oui, je suis content. On va gagner 3-2. À la fin du match, les Colombiens s'imposent 2-1. Après 2 journées, la Côte d'Ivoire est deuxième de la poule C avec 3 points derrière la Colombie qui a 6 points. Le Japon et la Grèce ont 1 point chacun. Les éléphants joueront leur qualification lors du dernier match de poule contre la Grèce le 24 juin 2014. L'aventure africaine dans le cadre de la Coupe du Monde n'est pas terminée. Dans le groupe G, ce samedi, le Ghana affronte l'Allemagne. Les Black Stars, après la défaite face aux États-Unis, n'ont d'autre choix que de s'imposer s'ils veulent conserver une chance de se qualifier pour les 8e de finale. Et dans le groupe F, même enjeu pour le Nigeria qui doit absolument battre la Bosnie ce samedi après un nul décevant, très décevant face à l'Iran. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur Africa 24. L'info continue.